Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, au Sénégal, la lutte contre l'épidémie de chikungunya a été lancée. Ensuite, les négociations liées au méga-barrage éthiopien de la Renaissance sur le Nil a repris entre les différents pays. Enfin, en Europe, plusieurs pays font face à des inondations liées aux fortes précipitations. Bienvenue à cette édition en Côte d'Ivoire à l'issue de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue. Ce lundi 28 août à Yamoussoukro, la capitale politique, le président sortant M. Touré Fama a été réélu avec 84,16% de suffrages exprimés et ce pour un mandat de 6 ans à la tête de la Chambre du commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, une épidémie de chikungunya a été signalée courant août avec 112 cas confirmés dans les 3 départements de la région de Kédougou au sud du pays. C'est dans cet élément. Au Sénégal, suite à l'apparition de cas de chikungunya détectés dans la région de Kédougou, dans le sud-est du pays, une campagne de prévention a été lancée pour sensibiliser la population et ainsi limiter la propagation de la maladie. La campagne de prévention vise à informer les communautés sur les symptômes de chikungunya et à promouvoir les mesures de prévention et à encourager une réaction rapide en cas de symptômes suspectés. Le problème que l'on a au Sénégal, c'est que cette maladie, le chikungunya, n'est pas très connue. Vous savez, nos populations font beaucoup d'automédication avec une connaissance empirique des maladies. Et à cause des symptômes, elles peuvent prendre cette maladie-là pour autre chose que du chikungunya. Ce qui peut poser des problèmes, d'autant plus qu'il faut poser tôt le diagnostic, surtout chez les jeunes et les personnes âgées, parce que ce sont les populations les plus faibles. Les autorités sanitaires sénégalaises sont quand même fortes. Beaucoup d'années d'expérience en matière épidémiologique et la gestion du Covid-19 prouve cette expérience. Et ils ont pris un certain nombre de mesures pour essayer de s'arranger pour que cette maladie ne quitte pas la zone actuelle, qui est la zone du sud-est du Sénégal. Avec 112 cas confirmés, les autorités sanitaires ont mis en place des actions de démoustication dans les zones touchées en utilisant des insecticides pour tuer les moustiques adultes et des larvicides pour éliminer les larves dans les eaux stagnantes. Les autorités sanitaires travaillent en étroite collaboration avec les communautés et les professionnels de santé pour surveiller les cas suspects et effectuer des tests de laboratoire et fournir des soins aux personnes touchées. Maintenant, ce n'est qu'à l'expérience sur le temps que l'on verra si ces mesures ont été efficaces ou pas. Parce que, vous savez, 1, on est en période de saison des pluies et 2, le déplacement des personnes est très important. Une personne qui est infectée par le chikungunya, qui se déplace, qui ne le sait pas encore, qui se déplace en dehors de cette zone de pandémie, il suffit qu'un autre moustique le mord, puis c'est fini, et puis les moustiques voyagent. Les bus ne sont pas désinfectés, les transports en commun ne sont pas désinfectés, en tout cas on ne désinfecte pas du tout les véhicules qui se déplacent, il suffit qu'il y en ait un. Et donc voilà, l'épidémie plutôt peut se retrouver en dehors de la zone actuelle. L'objectif de cette campagne est de contenir la propagation du chikungunya et de protéger les populations contre cette maladie. En sensibilisant la population et en prenant des mesures préventives, il est possible de réduire l'incidence de la maladie et de limiter son impact sur la santé publique. Il est essentiel que chacun joue un rôle actif dans la prévention du chikungunya en suivant les recommandations des autorités sanitaires et en adoptant des comportements responsables. La lutte contre les maladies vectorielles telles que le chikungunya nécessite une action collective et une sensibilisation continue pour assurer la santé et le bien-être de tous. Le Nigeria cherchera à encourager les investissements plutôt que de compter sur l'emprunt pour créer des emplois, a déclaré ce lundi le ministre des Finances Olawe Edou, alors que le nouveau gouvernement tente de trouver une solution à la croissance anémique, à l'inflation à 2 chiffres et au fardeau de la dette. Au moment où le Nigeria cherche à trouver une solution au ralentissement de la croissance, à l'inflation à 2 chiffres, à une dévaluation de sa monnaie et à un lourd fardeau de la dette, le gouvernement mise sur des investissements plutôt que l'empreinte pour créer des emplois. Dans une déclaration le 28 août 2023, le ministre des Finances, Olawale Edun, a indiqué que le gouvernement fédéral est à pied d'œuvre pour créer un environnement stable en vue d'attirer des investissements locaux et étrangers. Le gouvernement fédéral n'est pas en mesure d'emprunter pour le moment. L'accent est mis sur la création d'un environnement stable pour attirer les investissements locaux et étrangers.
La stratégie du gouvernement nigérian intervient alors que le pays est surtout confronté à un coût élevé de la vie dû à une inflation généralisée. À cela s'ajoute la suppression des subventions sur le carburant et des restrictions sur les taux de change qui ont participé à fragiliser la croissance économique. Le taux d'inflation annuel au Nigeria a augmenté pour le 6e mois consécutif pour atteindre 24,08% en juillet 2023, le plus élevé depuis 2005. La dette publique totale du pays s'établit à plus de 103,11 milliards de dollars, tandis que le taux officiel du Naira est passé de 460 Naira pour $1 début juin, à près de 800 Naira le dollar en août 2023. Le Nigeria fait face aujourd'hui à des enjeux qui sont énormes. Elle paye la gestion désastreuse des militaires, le clientélisme politique des civils et une corruption à un niveau très élevé. C'est les étrangers qui profitent de la manne pétrolière du Nigeria. Le fait de vouloir se concentrer sur l'assainissement des finances publiques peut être un levier assez intéressant parce que ça devrait permettre à terme au pays de pouvoir dégager des montants qu'elle pourrait, à partir de là, injecter dans l'économie réelle à travers une commande publique très importante. Et cette commande publique pourrait relancer l'activité. Les perturbations liées à la hausse des prix du pétrole et au Covid-19 ont affaibli les finances publiques du Nigeria, laissant le pays dépendant à la fois des prêts locaux et étrangers pour combler le déficit budgétaire. Le gouvernement nigérian compte désormais se concentrer sur l'assainissement des finances publiques afin d'ouvrir la voie à la stabilisation de l'économie. L'Égypte a annoncé ce 27 août 2023 avoir repris les négociations avec l'Éthiopie et le Soudan autour du méga-barrage éthiopien de la Renaissance sur le Nil, une centrale hydroélectrique présentée comme vitale pour Addis Abeba et perçue comme une menace pour le Caire et Khartoum. Interrompues depuis avril 2021, les négociations entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur la construction du méga-barrage éthiopien sur le Nil ont repris le 27 août 2023 au Caire. C'est ce qu'a indiqué le ministère égyptien des Ressources en eau et de l'irrigation dans un communiqué publié le même jour. La partie égyptienne défend l'importance de parvenir à un accord équilibré et juridiquement contraignant sur les règles de remplissage de l'exploitation du barrage qui répondent aux intérêts et aux préoccupations des trois pays. Le projet du grand barrage de la Renaissance est source d'un contentieux régional depuis que l'Éthiopie en a entamé les travaux en 2011. Les enjeux autour de ce bassin sont de trois ordres, à mon avis. Politique, économique et de souveraineté. Sur le volet économique, si l'industrie éthiopienne va connaître un essor très important grâce à ce grand barrage, les économies du Soudan et de l'Égypte ont déjà un impact assez négatif. Ce barrage pose des problèmes de souveraineté, mais c'est aussi aujourd'hui au nom de cette souveraineté que l'Égypte et le Soudan posent des préalables et des conditions aujourd'hui négociées avec Addis Abeba pour que l'accès au Nil puisse continuer dans les meilleures conditions. Le grand barrage éthiopien de la Renaissance sur le Nil bleu est présenté comme vital par les autorités éthiopiennes et est perçu comme une menace pour celle de l'Égypte et du Soudan. Le barrage constitue une menace existentielle selon l'Égypte car ce pays dépend du Nil pour 97% de ses besoins en eau. Ce barrage ne limitera pas l'accès à l'eau du Nil pour les populations soudanaises et égyptiennes, mais il va énormément impacter le volet économique de ces populations, il va énormément impacter leur vie sociale, puisque certaines activités qui étaient pratiquées autour du Nil et dans le Nil ne pourront plus l'être dans les meilleures conditions, puisqu'il n'y aura pas suffisamment d'eau. Le remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance lancé par l'Éthiopie en 2011 est un projet visant à bâtir le plus grand barrage hydroélectrique du continent africain. D'un coût d'environ 3,5 milliards d'euros, il doit permettre de doubler l'actuelle production éthiopienne d'électricité. Nous débutons notre tour d'Europe avec cette information sur la Grèce où des pompiers grecs luttent depuis plusieurs jours consécutifs contre un feu qui ravage le parc national de Dadia dans le nord-est du pays. Connu pour abriter de nombreux rapaces, ce parc fait partie du réseau européen Natura 2000. C'est le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne. L'observatoire Copernicus dévoile ce chiffre impressionnant. 81 000 hectares partis en fumée près d'Alexandroupolis depuis le 19 août,
environ 8 fois la superficie de la ville de Paris. 20 personnes ont péri la semaine dernière dans le nord-est de la Grèce, près de la frontière avec la Turquie. Ici, près de 500 pompiers grecs continuent de lutter contre 3 foyers distincts, appuyés par la flotte européenne. The Commission at this moment is coordinating relief efforts on various fronts via the EU civil protection mechanism across Europe. So most notably in Greece's Alexandroupolis region, we are facing the largest wildfire ever recorded in the EU. In this context, we have mobilized 12 aircraft from our rescue fleet, together with over 400 firefighters and 60 vehicles. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a réuni son gouvernement pour prendre des mesures de soutien aux éleveurs et aux agriculteurs, ainsi qu'aux habitants sinistrés. Également à l'agenda, le reboisement, notamment dans la forêt protégée de Dadia, trésor de biodiversité ravagé par les flammes. Toujours en Europe, plusieurs pays comme l'Italie, l'Autriche et la Slovénie sont sujets à des inondations, des rivières en crue et des torrents d'eau boueuse dus aux fortes précipitations. Les fortes précipitations continuent de provoquer des inondations et des glissements de terrain dans le nord de l'Italie. Ces dernières heures, les pompiers ont dû intervenir une centaine de fois, mais aucune victime n'est à déplorer. Dans le Piémont, une quinzaine de chèvres et de moutons se sont retrouvés piégés au milieu d'une rivière en crue. 3 équipes de pompiers sont intervenues pour atteindre les animaux qui ont tous été récupérés sains et saufs. Dans les Alpes autrichiennes, image impressionnante de la cascade de Gasteiner Fall qui s'est transformée en un énorme torrent d'eau boueuse après des pluies diluviennes. L'ouest de la Slovénie et la capitale du pays, Ljubljana, sont également touchés par des inondations. Des stations de métro et des grands axes routiers sont hors d'usage. C'est tout pour cette édition de l'information. J'ai été ravie de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite à toutes et à tous, à vous chers fidèles téléspectateurs de Miracle TV+, une bonne suite de programmes sur la télé qui transforme.